Christophe Darmanjas s'était demandé si je mettais Bruno Boulet stylisé aux toilettes, juste pour la petite anecdote. Je tiens à remercier... Bonjour à tous, et avant de me lancer, je tiens à remercier le comité scientifique de cette table ronde, et tout particulièrement Christophe Darmanjas pour son invitation très cordiale à participer en tant qu'intervenant dans cette table ronde. L'origine de l'inégalité parmi les humains est l'un des sujets les plus classiques et les plus redoutables de la philosophie et de l'anthropologie politique. Mais le sujet n'a pas manqué de captiver l'intérêt des archéologues, puisque de longue date, ils ont cherché à retracer les jalons de l'inégalité sociale à travers la préhistoire. Pourquoi, à travers le temps long, a-t-il existé des sociétés dépourvues d'ordre politique coercitif et d'autres fondées sur cet ordre? Et pourquoi celles pourvues d'un ordre politique coercitif sont-elles devenues progressivement les seules empiriquement observables, à quelques exceptions près? Dans la présente communication, je m'attacherai à dresser un état des lieux et à discuter les éléments qui ont amené certains à affirmer avec plus ou moins de certitude que certaines des sociétés gravétiennes étaient stratifiées. Dans le débat sur l'existence ou non d'inégalité sociale au Paléolithique supérieur, on ne peut se permettre de faire abstraction des recherches effectuées sur les sociétés amérindiennes de la côte nord-ouest au cours des dernières décennies du XXe siècle. Ces recherches ont mené à la mise en évidence de sociétés de chasseurs-cueilleurs dites transégalitaires, dotées d'une élite économique qui rompt avec les lois du partage et qui introduit un facteur de prestige individuel et d'accumulation des richesses qui annonce la société inégalitaire qui accompagnera l'invention de l'agriculture. Dans ces sociétés transégalitaires, les surplus sont utilisés par les chefs pour faire briller leur prestige. La complexification des rapports sociaux et la formation de réseaux sociaux de privilégiés qui en découlent ont pour logique politique de permettre à l'élite, y compris leur lignage et leur clientèle, de tirer avantage de leur position de commandement. Brian Hayden, ethno-archéologue et professeur émérite de la Simon Fraser University au Canada, figure parmi les premiers à avoir revisité les sociétés paléolithiques de l'Ancien Monde à la lumière de ses propres recherches de terrain sur les sociétés transégalitaires amérindiennes. D'après lui, le Paléolithique supérieur correspondrait au modèle des cultures du Nord-Ouest américain, caractérisé par une multiplication des objets de prestige, des techniques de conservation de la nourriture, de l'architecture monumentale, du culte des ancêtres et des sociétés secrètes. On lui aura reproché son analogisme ethnographique, ainsi que son parti pris pour le rôle joué par des mâles dominants, motivés par l'ambition personnelle, les aggrandizers, selon sa terminologie, pour expliquer l'émergence d'inégalités sociales au cours du Paléolithique. Toujours est-il que Brian a largement contribué au fait qu'aujourd'hui, l'organisation sociale des sociétés du Paléolithique supérieur fasse, plus souvent qu'on ne le croit, écho aux stratégies de domination politique propres aux sociétés transégalitaires. J'en veux pour preuve l'emploi dans la littérature scientifique de termes tels que circulation d'objets de prestige, la manipulation des valeurs culturelles ou encore l'accès au surnaturel dont certains spécialistes détiendraient la clé. Au cours de ces 10 dernières années, l'anthropologie sociale comparée est parvenue à jeter un nouvel éclairage sur les conditions matérielles nécessaires à l'émergence d'inégalités sociales dans les sociétés non industrialisées, chasseurs-cueilleurs, horticulteurs, pastoralistes et agriculteurs. L'anthropologie comparée a notamment mis en évidence que dans les sociétés humaines basées sur la chasse et la cueillette ou l'horticulture, les inégalités transmises d'une génération à l'autre sont avant tout d'ordre relationnel et incorporé, c'est-à-dire se manifestant sous forme d'un meilleur état de santé. À l'inverse, dans les sociétés agraires et pastoralistes, la transmission intergénérationnelle d'inégalités sociales sur base de richesses matérielles l'emporte très largement sur le capital relationnel et physiologique. Ça veut donc dire que chez les chasseurs-cueilleurs, la transmission d'inégalités sur base de richesses matérielles est négligeable. Ce graphique illustre bien toute la complexité du problème auquel fait face le préhistorien lorsqu'il s'interroge sur l'existence d'inégalités dans les sociétés paléolithiques sur base de biens matériels. La recherche d'inégalités sociales au Paléolithique sur base de vestiges matériels est-elle pour autant vouée à l'échec ?
Je suis convaincu que non, mais il est un fait qu'il s'agit de garder cette complexité à l'esprit et de s'entendre sur la nature des inégalités que nous cherchons à mettre au jour dans les sociétés du Paléolithique supérieur. Étant donné le manque de résolution chronologique fine dans la majorité des cas d'études, il me semble que toute forme de stratification sociale ne pourra laisser de signature archéologique lisible que si elle se matérialise sur le moyen à long terme. Dès lors, pour être en mesure d'affirmer que certaines sociétés du Paléolithique supérieur étaient stratifiées, le postulat de transmission des inégalités d'une génération à l'autre, ce que les anglo-saxons désignent par persistent institutionalized inequality, me semble être une condition nécessaire. À la base même de cette transmission intergénérationnelle de l'inégalité est la notion que non seulement l'accès au pouvoir, à certains savoir-faire ou à certaines ressources n'est pas le même pour chaque membre au sein du groupe, mais que cet accès différentiel s'accompagne d'une rigidification des statuts sociaux, pour reprendre l'expression de Charles Stepanov, voire de classes sociales culturellement transmises, sans toutefois impliquer une irréversibilité des structures qui auraient conduit à l'inégalité. Parmi les facteurs généralement retenus comme conditions nécessaires à l'émergence d'inégalités sociales dans les sociétés pré-industrielles figurent notamment des conditions environnementales favorables en termes de prévisibilité et d'abondance saisonnière de certaines ressources clés à l'échelle du territoire exploité, abondance qui permettrait à certaines sociétés de créer du surplus et de recourir au stockage. La pression démographique qui imposerait aux sociétés les plus peuplées de réguler par le pouvoir coercitif l'accès aux ressources et leur distribution, ou encore la réduction de la mobilité résidentielle à un degré tel qu'elle permette le contrôle de certaines ressources clés et de rendre possible la création de surplus. Qu'en est-il donc de l'existence d'inégalités dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs du Paléolithique supérieur précédant le dernier maximum glaciaire ? Disposons-nous d'indices en faveur d'une pression démographique, de conditions environnementales favorables ou encore d'une mobilité résidentielle réduite ? Autant de facteurs qui auraient permis l'émergence d'inégalités sociales dans les sociétés gravétiennes dont il est question ici. Petite piqûre de rappel pour les non-préhistoriens dans la salle, le gravétien est, après l'aurignacien, la seconde grande tradition culturelle du Paléolithique supérieur, présente à travers toute l'Europe et précédant le dernier maximum glaciaire. Le gravétien est constitué d'une multitude de faciès régionaux, dont je ne ferai pas état ici. Chronologiquement, il s'étend sur près de 10 000 ans. Dans ce contexte, les sociétés gravétiennes ont eu à faire face à une détérioration climatique progressive et continue, amorcée vers la fin du stade isotopique 3, vers 33 000 ans avant le présent. Le gravétien coïncide avec le début de processus glaciaires qui culmineront avec l'extension maximale des nappes de glace vers la fin du gravétien et des températures plus basses que dans n'importe quelle autre période du Paléolithique supérieur. D'une manière générale, l'écosystème propre au gravétien est caractérisé certes par un climat... J'ai perdu la carte sur le bas de l'image, mais peu importe. L'écosystème propre au gravétien est caractérisé certes par un climat froid et sec, mais avant tout par une biomasse extrêmement productive, sous forme d'une végétation steppique dominée par des plantes herbacées riches en protéines, à même de nourrir une mégafaune herbivore dominée par le cheval, le bison et le mammouth laineux. Cet écosystème que Dale Guthrie a dénommé la steppe à mammouth couvrait une large part de l'hémisphère nord, depuis l'Espagne à l'Amérique du Nord. Les conditions environnementales au gravétien étaient-elles pour autant propices à l'émergence d'inégalités sociales ? L'allégation de Brian Hayden que des sociétés transégalitaires sont attestées au Paléolithique supérieur en Europe et a fortiori au gravétien repose avant tout sur l'argument que les ressources y étaient abondantes et auraient permis à certains groupes de produire du surplus à même d'engendrer des inégalités sociales.
William Davis apporte un éclairage pertinent sur la question en se servant de ces données sur la biomasse végétale, la productivité primaire nette et la température efficace, tiré du projet interdisciplinaire Stage 3 Project, publié en 2003 en collaboration avec Tjeerd van Andel notamment. Le graphique à l'écran illustre les conditions environnementales en Europe il y a 30 000 ans, au cours du pléniglaciaire supérieur, pour une pléthore de sites situés à différentes latitudes. Le nuage de points denses de petits losanges noirs. Sur ce même graphique, à titre de comparaison, sont repris des sites de chasseurs-cueilleurs contemporains et subcontemporains, et notamment des sociétés transégalitaires amérindiennes de la côte nord-ouest. Les données environnementales pour ces derniers sont tirées des travaux de Louis Binford et Bob Kelly. On observe que la biomasse végétale chez les chasseurs-cueilleurs transégalitaires amérindiens est caractérisée par une production primaire nette sans pareil dans les sociétés gravétiennes. Ces dernières sont caractérisées par des valeurs sur l'axe des X très largement en dessous des 500 grammes d'émissions de CO2 par mètre carré par an, en contraste par rapport aux sites amérindiens qui présentent des valeurs comprises entre 600 et 900 ppm. William Davis en conclut qu'il est difficile de concevoir comment les chasseurs-cueilleurs transégalitaires amérindiens puissent servir d'analogue aux sociétés du Paléolithique supérieur et a fortiori gravétiennes sur base de la productivité de l'environnement naturel. En d'autres termes, la productivité environnementale au Gravétien, à elle seule, ne permet pas de justifier l'émergence d'inégalités sociales au Gravétien de type transégalitaire. La pression démographique figure parmi les critères habituellement retenus par l'analyse fonctionnaliste du système social pour justifier l'émergence d'inégalités. Qu'en est-il au Gravétien ? Là encore, les données dont nous disposons sur base des analyses spatio-temporelles de densité des sites archéologiques et des dates C14 correspondantes sont peu encourageantes. Les effectifs des populations de chasseurs-cueilleurs au Gravétien en Europe sont généralement estimés à moins de 5 individus par 100 km², en contraste avec les 10 à 100 individus par 100 km² estimés pour les sociétés amérindiennes de la côte pacifique. Et pourtant, une mobilité résidentielle réduite, dans le sens d'une semi-sédentarisation multisaisonnière, semble bel et bien attestée dans plusieurs sites gravétiens, en contraste avec les périodes précédentes. Les larges campements résidentiels de plein air du Pavlovien en Moravie et en Basse-Autriche en sont de bons exemples. Ces sites ont livré d'abondants ensembles d'artefacts lithiques et en matière dure d'origine animale, y compris des pièces d'art mobilier et de parures. Mais ces sites sont surtout remarquables de par leur intensité d'occupation. Sans douter une seconde de leur caractère de palimpseste sur l'espace d'1 à 2 millénaires, ces grands campements pavloviens présentent des niveaux d'occupation prononcés ainsi qu'un nombre important de structures anthropiques clairement identifiables. J'entends par là des foyers de grande dimension, utilisés de façon soutenue et répétée, en partie à des fins rituelles, et qui ont notamment impliqué une part d'os comme combustible pour en augmenter sensiblement la durée de fonctionnement. Tandis que les sépultures à proximité des aires d'activité renforcent l'idée de campement résidentiel semi-permanent, les études archéozoologiques attestent bien d'occupations répétées à caractère multisaisonnier. La sédentarisation est l'une des conditions justifiant l'apparition de la hiérarchie dans les sociétés préhistoriques. Or, une forme de sédentarisation est bel et bien attestée au Gravétien. En revanche, les structures anthropiques qui attesteraient de la création de surplus sous forme de fosses ou de caches font défaut. Les accumulations d'ossements de mammouth dans les sites gravétiens d'Europe centrale et orientale soulèvent encore toujours la question du rôle exact des activités humaines dans l'origine et l'histoire de ces assemblages fossiles. Ces nombreux vestiges squelettiques sont attribués soit à des mammouths chassés, soit à des quartiers de carcasses prélevés sur des charognes, soit à des ossements collectés dans des accumulations naturelles. Je me permets un petit écart. 2 mots sur le bassin moyen du Dniepr en Ukraine. Les faciès culturels épigravétiens du Paléolithique supérieur récent, vers 15-14 000 ans à la fin du stade isotopique 2, ont livré des accumulations d'ossements de mammouth exceptionnelles, interprétées comme des structures d'habitat. Les résultats récents des fouilles de Stéphane Péan et de Dmytro Dnoujny font apparaître que la fosse qu'ils ont fouillée à proximité de l'habitation numéro 1
a été utilisé comme zone de dépôt de déchets alimentaires et technique de traitement du mammouth, du lièvre et du renard, ainsi que de combustible osseux, et non pas comme stockage et comme facilité de stockage à proprement parler. Or, d'après Hayden, l'apparition de l'inégalité dans les sociétés paléolithiques tient justement à la création de surplus et à la nécessité politique de gérer ces surplus. L'existence et le développement de surplus, d'après Hayden, ne s'expliqueraient pas par une nécessité économique de subsistance, mais bien par la logique politique de l'inégalité. En ce sens, ce n'est pas la vie sédentaire, d'après Hayden, qui déterminerait l'apparition des surplus, mais bien l'inverse. Dans un article au titre aguicheur, The Adiposity Paradox, le paradoxe de l'adiposité, Eric Trinkhaus apporte un éclairage intéressant sur la question. Le paradoxe en question tient à l'observation que, d'une part, les sociétés gravétiennes ont déployé des efforts considérables dans l'approvisionnement en matières premières siliceuses de première qualité dans le cadre du cycle annuel de subsistance et dans la création de réseaux sociaux à l'échelle du continent. En contrepoint à ce degré élevé de mobilité, le naturalisme des Vénus gravétiennes témoignerait indirectement de périodes d'abondance et de semi-sédentarité pour permettre occasionnellement un apport calorique à même d'engendrer des formes d'obésité, et ce de manière suffisamment récurrente que pour en permettre une représentation artistique précise. Les travaux de Jean-Pierre Duhart sont là pour nous le rappeler. Comment réconcilier cette contradiction apparente si ce n'est par l'invocation de la création de surplus et pourquoi pas, à titre purement hypothétique, leur utilisation par certains individus pour accroître leur pouvoir naturel, leur pouvoir personnel. De là à dire que cette entreprise d'accroissement du pouvoir personnel aurait entraîné la complexification des rapports sociaux, la formation de réseaux de privilégiés, la circulation d'objets de prestige et la manipulation des valeurs culturelles, il n'y a qu'un pas. Mais un pas qui est lourd de conséquences, puisqu'il ouvre la porte à des interprétations hasardeuses, voire des raisonnements circulaires reproduits d'une génération de chercheurs à l'autre, dont nous cherchons justement à nous extraire. Je terminerai sur 2 points de méthodologie qu'il me semble important de garder à l'esprit. Et premièrement, le spectre de l'équifinalité qui hante nos interprétations. Il est de notre devoir d'identifier toutes les explications possibles pour un même phénomène. Et il me semble que le traitement funéraire illustre très bien ce point. Nous disposons à l'heure actuelle d'une 50aine de sépultures datées de 34 à 24 000 ans à l'échelle de tout un continent. Mais pouvons-nous être certains que la société gravétienne dans son ensemble était à l'image de ces sépultures? Est-ce suffisant que pour en inférer que les sociétés gravétiennes étaient stratifiées? Ne faudrait-il pas, au contraire, traiter ces sépultures comme l'exception qui occulte le nombre important de sites qui n'ont livré que des restes humains isolés dans la continuité des périodes précédentes? À force de rechercher compulsivement des indices d'inégalité dans les sociétés du Paléolithique supérieur et a fortiori gravétiennes, ne risquons-nous pas de tomber dans le piège que tout indice d'inégalité est forcément à l'image de l'ensemble de la société dont il est tiré? En revanche, en l'absence d'indices d'inégalité dans un site archéologique, gardons-nous d'en tirer la conclusion que nous sommes en présence d'une société égalitaire par défaut. Préserver la cohésion d'une société égalitaire requiert la prise de mesures actives. C'est une stratégie sociale à part entière qui dépend de mécanismes subtils et d'efforts renouvelés. Les anthropologues dans la salle nous le confirmeront. L'étude de l'inégalité sociale dans les sociétés du Paléolithique supérieur et a fortiori gravétienne devra impérativement passer par une estimation de la productivité environnementale à l'échelle régionale. Et si notre but est de mieux cerner la variabilité et les degrés d'inégalité dans ces sociétés, il nous faudra apporter des éléments de réponse à la question « Pourquoi, dans ces sociétés, les mécanismes du partage ont-ils cédé la place à une distribution et un accès inégal des ressources. Ceci pour dépasser le stade de la simple identification et souvent surinterprétation de quelques marqueurs probabilistes. Vous l'aurez compris, inégalité et égalitarisme font partie d'un continuum conceptuel et non pas d'une ligne évolutionniste.
De ce fait, les hypothèses que nous formulerons à partir de nos observations devront tenter de rendre compte de cette variabilité de l'organisation sociale sous ses différentes formes et dans sa contradiction, comme j'ai tenté de le faire dans cette intervention, plutôt que de recourir à une analogie ethnographique en trompe-l'œil. Merci de votre attention. Merci Luc. Des questions ? Emmanuel ? Oui, merci Luc pour cette présentation et surtout le rappel à la fin que effectivement l'absence d'indice d'inégalité ne veut pas dire égalitaire par défaut. Là, je crois qu'on est plusieurs à te suivre totalement. On en discutait à la sortie rapidement hier avec Damien Peuzès qui rappelait ça aussi. Du coup, est-ce que tu trouves que c'est pas un petit peu contradictoire avec ta définition que tu donnes au début de ta présentation des sociétés inégalitaires comme des sociétés pourvues d'un ordre politique coercitif? Si on prend cette idée que les sociétés égalitaires sont régulées par la coercition du plus grand nombre sur l'ensemble du groupe, en fait, qui empêche qu'une tête émerge au bout d'un moment et qui met en place des mécanismes de régulation dont tu parles, dans ce cas, quelle définition on prend pour les sociétés inégalitaires ? Question piège. Une très bonne réflexion d'ailleurs. Et tu fais référence à la définition de l'égalitarisme qu'en donne Christopher Böhm notamment et que tu as... Oui, c'est vrai que c'est un livre un peu qui le martèle un peu avec choc, mais moi c'est vrai que ça fait partie des lectures qui m'ont fait beaucoup réfléchir sur cette question de quelle définition on donne à l'égalitarisme finalement. Le colloque est surtout fondé sur les définitions, en tout cas les définitions opérationnelles proposées par l'Intestar, parce que c'est bien ça l'intérêt des définitions de l'Intestar, c'est qu'elles peuvent être directement appliquées par les archéologues, mais du point de vue plus général et politique, puisque c'est un peu ça que tu abordes dans la définition, quelle définition on peut donner à ces systèmes inégalitaires. Je crois que c'est vraiment une question de fond en tout cas, qui revient un peu en filigrane des présentations depuis hier. Ce qui m'importe avant tout, c'est justement d'essayer de ne pas préjuger de la nature de ces inégalités, que cette inégalité soit d'ordre coercitif, finalement, mais c'est aussi de trouver des pistes comment éventuellement l'archéologue pourrait s'en sortir pour essayer de déterminer ou non si oui ou non il est en présence d'inégalités, et a fortiori d'inégalités de richesse et avec une base économique sous-jacente. Et donc, d'où cette idée justement de se donner les moyens d'abord de reconstruire la productivité environnementale, histoire de rejeter cette hypothèse d'inégalité économique, et pour après éventuellement se réorienter vers d'autres interprétations. Mais c'est pour avoir une démarche scientifique de tester une hypothèse plutôt que de justement se concentrer sur une surévaluation de quelques indices. Et que ce pouvoir coercitif soit exercé par un prolétariat, par un communisme primitif ou par une élite, finalement, ça me gêne très peu, finalement. C'est plus... Donc, finalement, la définition que tu donnes, on peut quand même la mettre un peu de côté, parce que dans ce cas, toute société, finalement, aurait un pouvoir coercitif qui soit exercé par un petit nombre en haut ou par un grand nombre en bas. Oui, ce qui ressort de cette définition, c'est qu'il faut impérativement que cette inégalité se reflète dans le tissu social. Et que, j'irais jusqu'à dire, je ne suis pas le seul, que des inégalités existent dans toute forme de société, et que même certainement dans toute forme de société égalitaire, il y aura des inégalités entre individus sur base de leur savoir-faire, de leur âge, de leur sexe, mais que c'est vraiment cette matérialisation ou quels sont les mécanismes en place dans le tissu social et la manière dont ils se reflèteront qui m'importe de mettre en évidence. Oui. Ouais, et du point de vue archéologique, on voit bien toutes les questions que ça pose. Merci. Christophe ? Oui, je voulais embrayer là-dessus, mais je crois que au moins un des avantages de discuter de tout ça, c'est qu'on voit la délicatesse du problème des définitions. Alors il y a les deux aspects, je pense. Il y a effectivement savoir si on parle d'inégalité politique formelle, de l'existence du droit de commandement de certains sur d'autres,
où ça, on peut dire, voilà, ce qui est différent, on l'a déjà dit hier, mais autant le redire, ce qui est différent du fait d'avoir des inégalités de richesse. Hein, et on peut avoir, alors on peut pas avoir l'un sans l'autre, mais on peut très bien avoir l'autre sans l'un. Voilà. La coercition, oui, je pense aussi qu'il n'y a pas de société humaine sans coercition. Enfin, voilà, moi je connais un peu les Australiens. Caractériser la société australienne comme une société où il n'y aurait pas de coercition, je crois que ce serait vraiment... Voilà. Par contre, il n'y a pas d'inégalité de richesse et il n'y a pas d'appareil coercitif au sens où une minorité de la société aurait... en tous les cas, le droit, parce qu'après, dans la réalité, voilà. Alors, cela dit, juste un autre petit point de méthode, moi, qui me gratouille, c'est quand on emploie l'argument de dire ça, c'est un bon indice parce qu'il est visible archéologiquement. Et puis ça, ça, c'est pas terrible parce qu'archéologiquement, il n'est pas visible. Il me semble que c'est mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire, évidemment, quand on est archéologue, on est tenté de s'intéresser à ce qu'on voit, et puis ce qu'on ne voit pas, ma foi, voilà. Sauf que je pense qu'on comprend encore assez mal, en réalité, pourquoi dans certaines sociétés les inégalités, etc., émergent, pourquoi pas dans d'autres, pourquoi sous telle forme et pas sous d'autres, etc. Et que si on commence comme un préalable en disant je vais m'intéresser aux choses qui se verront archéologiquement, et la théorie de Testard elle est bien parce qu'on voit, elle se voit archéologiquement. Je pense d'ailleurs que lui disait le contraire, mais voilà, je pense on se précipite et que la bonne façon de se poser les problèmes, c'est d'abord de faire de l'anthropologie sociale, de l'ethno, etc., d'essayer de comprendre comment ça marche les sociétés, et dans un deuxième temps, même si ça rend triste parce que les bons indices, c'est justement ceux qui ne se voient pas archéologiquement et que ceux qui se voient bien, c'est les mauvais. Voilà. Et que si on saute directement à l'archéologie, on risque de se planter. Voilà. J'abonde dans ton sens, Christophe. Oui. D'accord. Bon. Non, juste un point qui me semblait important à souligner, dont on n'avait pas encore vraiment parlé, je pense, que tu as abordé ici clairement et qui était un peu, je pense aussi implicite dans la communication de Sandrine, c'est la question de la démographie, qui certes est très compliquée, comme tu l'as dit, à estimer pour le paléolithique supérieur. Mais voilà, il y a différentes méthodes, différents travaux, notamment ceux d'Andreas Mayer, je trouve peut-être assez convaincants, voilà, avec les autres vides où on n'a pas assez de données, mais quand même, et qui est un peu un angle, justement, un peu un angle mort qu'on n'avait pas encore abordé dans la comparaison avec ces sociétés amérindiennes du nord-ouest des États-Unis. Même si on considère que les estimations qu'on peut faire pour le paléolithique supérieur sont un peu sous-estimées, parce que, voilà, même si on double ou si on triple les chiffres, on reste sur des chiffres qui sont beaucoup plus bas que ces sociétés-là. Et je pense que dans la question de la gestion d'un groupe entre des chasseurs-cueilleurs, même s'ils sont semi-sédentaires, ils continuent quand même à bouger. Semi-sédentaire, c'est toujours un peu semi-nomade, si on veut. D'un groupe itinérant de petite densité et des sociétés de plusieurs centaines d'individus, elles ne vont pas s'organiser de la même manière, il ne va pas y avoir les mêmes capacités de travail pour gérer les surplus, etc. Et donc c'est un angle très important, je pense, un problème très important dans cette comparaison paléo-sup européen et nord-ouest des États-Unis, avec le contrepoint qu'on n'a pas les côtes, qui était peut-être la zone où il y avait le plus de concentration. Merci Damien. Je soupçonne d'ailleurs que dans ces parties méridionales de l'Europe centrale, ce qu'on dénomme le pavlovien, une hypothèse à tester, et je pense que ce sont les deux faces d'une même pièce, si on peut dire, la démographie dans ce sens-ci. C'est-à-dire que si on opère à l'échelle continentale, bien évidemment, ces effectifs seront vraiment dérisoires et ces densités seront nettement inférieures à ce qu'on trouve dans la côte du Nord-Ouest. Mais il serait tout à fait intéressant, justement, c'est pour ça que je plaide en faveur d'une approche régionale, c'est de coupler l'analyse environnementale, la productivité de l'environnement, et de se poser la question si éventuellement nous ne serions pas en présence de crypto-refuges. Puisque je vous rappelle qu'il y a ces refuges, bien sûr, dans les latitudes méridionales de l'Europe, mais ce sont des refuges vraiment ultimes dans des périodes glaciaires, mais il existe tout de même
En tout cas, c'est ce qu'on observe parmi les mammifères ou même parmi la végétation. Il existe tout de même des poches qui, elles, ont toujours une présence humaine. Et je me demande dans quelle mesure, dans certaines zones privilégiées, nous ne serons pas en présence d'une plus forte densité qui nous échapperait si justement on opère à l'échelle continentale, mais si on s'attachait à vraiment analyser l'échelle régionale, la productivité environnementale couplée à une analyse, une estimation démographique, je pense qu'on parviendrait éventuellement à toucher à quelque chose et à tout le moins tester certaines hypothèses. Juste pour compléter sur cette question de productivité environnementale, où j'ai trouvé que c'était une approche intéressante, mais c'est des modélisations qui paraissent très globales, en ppm de CO2 ramené à ce qu'on veut. Donc on peut arriver à faire des productivités, modéliser des productivités environnementales, mais quand tu compares les sociétés du Nord-Ouest, c'est pas sur la productivité environnementale générale, c'est des sociétés qui ont l'air d'avoir une richesse liée plutôt à la présence du saumon ou à un certain nombre d'éléments bien précis sur cette productivité générale. Donc il faut savoir sur quel élément précisément ces sociétés vont baser leur, entre guillemets, leur richesse, si on peut parler de ça. Et donc le chiffre global, on se doute bien qu'on ne produit pas la même quantité de matière organique dans le nord de l'Europe qu'en climat, en latitude plus basse. Mais ça ne suffit pas, parce qu'il faut vraiment savoir sur quoi est basée l'économie de ces sociétés. Et les sociétés du Nord-Ouest, c'est le saumon, et ces graphiques-là, le saumon, il disparaît dans un espèce de chiffre. Il faut d'autres variables. Mais je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas faire ces modélisations globales. Et je trouve très séduisant l'idée de travailler à l'échelle régionale. C'est comme pour la démographie. La démographie, le chiffre moyen à l'échelle du continent européen, mais ça ne veut rien dire. Ok, ils sont très peu nombreux, mais il suffit qu'ils soient tous dans le sud-ouest Auzésie pour dire qu'ils sont nombreux. Et là, peut-être que la population ne réagit pas de la même façon que dans le sud-ouest. C'est pas le bassin parisien. Et il faut le rappeler, je pense. Merci Christophe. Et il est en effet, qu'on fasse appel aux travaux de Darian Burke, de William Davis ou d'autres, que la modélisation des ressources aquatiques, ou tout du moins modéliser les cours d'eau et leur contenu fait partie de la génération des modèles qui sont à venir au cours des 5 à 10 ans à venir. Ça n'a pas encore été fait. Mais oui, la biomasse végétale est une chose, mais la biomasse aquatique en est une autre. Et on n'en est pas encore là. Et puis, par contre, au point de vue de la résolution, on est vraiment à deux doigts de vraiment toucher à quelque chose de très fin. Bien, si vous êtes d'accord, on va aller se prendre un café et revenir dans 15 minutes, 20 minutes maximum. 15. Allez, soyons sérieux. Absolument. 45.